Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Comment lutter contre la corruption, moraliser la vie publique, garantir la transparence dans la gestion des affaires de l'État. En un mot, promouvoir l'intégrité au pays des hommes intègres. Les institutions et organisations de la société civile engagées dans le combat contre la corruption mènent la réflexion à la faveur de la Journée internationale de lutte contre le fléau. Notre invité est Luc Marius Ibriga, président de l'Autorité supérieure de contrôle d'État ASCE. Avec lui, il sera question de l'état de la corruption au Burkina Faso, du bilan de son institution et des actions entreprises pour endiguer le phénomène. Première rencontre entre le président nouvellement élu Roch-Marc Christian Kaboré et le président du Faso en poste Michel Kafando. En attendant la passation des charges et l'investiture, les deux hommes d'État se sont mutuellement congratulés ce matin au palais de Kosiam. Et puis l'aide aux blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué du 16 septembre dernier et la prise en charge scolaire des enfants connaissent une hausse de 100 000 francs CFA. L'accompagnement de l'État aux ayants droit passe de 500 000 à 750 000 francs CFA, soit une augmentation de 250 000. Décision prise ce matin par le gouvernement en Conseil des ministres. Roch-Marc Christian Kaboré était au palais de Kosiam ce matin, pas pour prendre les rênes du pays, mais pour recevoir les félicitations du président du Faso après son élection à la tête de l'État burkinabé. Cette rencontre est la première après entre les présidents sortants et entrants depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la CENI. On fait tout de suite le point avec Yacouba Gamené et Aimé Solange Guigma. Par cette visite au président de la transition, Roch-Marc Christian Kaboré, élu président du Faso le 29 novembre dernier, d'y être venu répondre à une invitation. Ça a été une occasion pour moi de saluer toute l'action qu'il a menée à la tête de l'État durant cette transition, toutes les difficultés traversées et la qualité avec laquelle également les élections ont été organisées et qu'aujourd'hui le Burkina Faso revient à une vie constitutionnelle, je dirais, normale dans peu de temps. Félicitations et investitures du président élu ont été les sujets abordés. Nous avons aussi vraiment examiné la question de la passation du pouvoir. Je sais que peut-être pas lui, mais il y en a qui sont pressés, mais j'ai dit bon, il va falloir quand même que nous observions toutes les formalités juridiques, en l'occurrence que nous attendions la publication officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Et puis je dois franchement aussi vous le dire, l'investiture que nous allons préparer est un événement digne de ce nom. Ça sera la première fois dans l'histoire du Burkina qu'un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. Selon le président de la transition, Michel Kafando, l'investiture du nouveau président élu se fera dans les prochains jours de ce mois de décembre. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement a donné son feu vert pour l'augmentation de l'appui de l'État aux blessés et aux ayants droit de l'insurrection populaire et du putsch manqué du 16 septembre dernier. Une augmentation de 100 à 250 000 francs CFA. D'autres dossiers étaient sur la table de l'hebdomadaire séance de travail de l'exécutif, notamment les préparatifs du 11 décembre et la loi portant organisation du commerce de l'or au Burkina. Yacouba Gamené et Solange Guigma. Au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a revu en hausse les aides promises aux familles des blessés et aux ayants droit des martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015. Sur les 5 décrets soumis, 3 ont connu une évolution. Ce sont les décrets relatifs à l'accompagnement symbolique qu'on voudrait donner aux blessés de l'insurrection, qui initialement était de 200 000 francs, passe à 300 000 francs. Pour les ayants droit des familles des victimes décédées et qui n'ont pas laissé d'héritiers, qui n'ont pas laissé d'épouse par exemple, initialement on devrait leur donner 500 000,
on a élevé ce taux-là à 750 000 francs. Et pour enfin le troisième décret concerné, c'est le décret relatif à la scolarisation des enfants. Alors comme la situation est vraiment très délicate et très difficile cette année, de 75 000 francs pour ceux qui sont scolarisés pour le primaire et le post-primaire, on est allé à 175 000 francs pour cette année. Et en ce qui concerne la formation professionnelle, alors on avait mobilisé 300 000 francs pour chaque étudiant et on est allé maintenant à 500 000 francs. Et cela durant tout le long du cursus de la formation, avec la possibilité, comme les textes l'indiquent, d'un seul redoublement. Pour ce qui concerne le 11 décembre qui aura lieu dans 2 jours, des dispositions ont été prises pour que les activités programmées soient réalisées. On a essayé vraiment de faire ça de façon très sobre, mais de façon digne. Ça veut dire que les activités vont se réduire aux décorations, aux cérémonies de commémoration. Et cette année également, le président du FASO a demandé aux différentes communautés religieuses de mener des activités de grâce. Le Conseil a également adopté un avant-projet de loi portant organisation de la commercialisation de l'or au Burkina. L'innovation majeure, c'est qu'auparavant, il existait des textes réglementaires au niveau de la gendarmerie, de la police et même du ministère des Finances, mais il n'y avait pas de loi. Et aujourd'hui, nous avons une loi qui prend en compte tout ce qui est trait à la commercialisation et aussi les sanctions et la répression. Ce Conseil des ministres qui intervient après les élections a également abordé d'autres questions touchant à la vie de la nation. Le chef d'état-major général des armées a accordé ce soir un entretien à la télévision du Burkina. Le général de brigade Pengrenoma Zagré est revenu sur plusieurs questions, notamment l'épisode du putsch manqué et les relations avec le général Diendéré. Nous vous proposons un extrait de son propos. De manière unanime au niveau du gouvernement, nous avons tous condamné ce coup, ce putsch, et donc au niveau de relations entre le général Diendéré et moi, il n'y a jamais eu de complicité, et donc il n'y a jamais eu, en tout cas, un appui quelconque que le général Diendéré pouvait attendre de ma part au sein des forces armées nationales pour faire aboutir ce putsch. Lorsque nous avons rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef suprême des armées, du résultat de l'opération qui a été menée au camp d'Abakoum, l'opération du 29 septembre, et beaucoup ont douté du fait qu'il n'y ait aucun mort. Bon, c'est la réalité, effectivement, il n'y a eu aucun mort. C'était d'abord un choix d'éviter l'affrontement. Et si nous avons pu éviter les morts, c'est parce qu'il y a eu un travail préalable de contact et de communication qui a convaincu les éléments de l'ex-RSP qui étaient sous la domination d'un groupuscule, les convaincre donc de se soumettre à l'autorité du chef d'état-major général des armées, de déployer les armes. Et donc c'est ce qui a été fait dans la soirée du 29 septembre et lorsque nous avons commencé à envoyer les premiers tirs. Un entretien de plus d'une heure que la télévision du Burkina vous propose après le match de football. Soyez donc au rendez-vous. Le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption. Sous l'égide de l'autorité supérieure de contrôle d'État, ASE, les associations et mouvements œuvrant dans le domaine se sont retrouvés pour réfléchir sur les stratégies à développer pour l'application de la loi anti-corruption au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président du Faso, Michel Kafando. Le point avec Roger Kam et Janine Kambiré. Le 3 mars 2015, le Conseil national de la transition a adopté la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. En cette journée internationale de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure de contrôle d'État et ses partenaires, que sont le RENLAC, le PNUD et le réseau africain des journalistes pour l'intégrité et la transparence, lancent la réflexion sur l'engagement de tout un chacun pour l'application effective de la loi anticorruption. Le tout, comme je disais,
dans mon propos n'est pas d'avoir les textes et les institutions. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour véritablement s'engager dans la lutte contre la corruption. Nous devons tout faire pour retrouver notre première place et être au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, l'un des pays les moins corrompus, pour mériter notre appellation de Burkina Faso. Le Burkina Faso est classé deuxième pays le moins corrompu des 8 pays membres de l'UEMOA, un résultat qui doit être amélioré. Et pour réussir le pari du développement qui passe par la lutte contre la corruption, il convient selon le RENLAC de créer les conditions pour un usage juste et équitable des ressources publiques pour l'ensemble des Burkinabés. Il nous tient fortement à cœur, dans le contexte de passage de témoins entre les autorités de la transition et les nouvelles autorités légales et légitimes au Burkina, qui s'apprêtent à prendre le gouvernail, d'appeler à cette réelle et sincère volonté politique sur le terrain de la lutte contre la corruption. Nous souhaitons vivement que les acquis engrangés sous la transition soient préservés et renforcés sous le nouveau pouvoir. Les lauréats du concours de la bande dessinée Kouka ont remis symboliquement un exemplaire de la loi anticorruption au président du Faso. Il s'agit d'un concours sur la sensibilisation des tout-petits sur la corruption au Burkina. Objectif, faire de la lutte contre la corruption une lutte permanente dans le but d'atteindre le développement et de consolider la démocratie. Et puis à l'issue de la cérémonie, le chef de l'État s'est exprimé sur la nécessité de la mise en œuvre de la loi portant prévention et répression de la corruption. Pour lui, il s'agit de cultiver les valeurs de probité, d'intégrité et d'égalité chez tous les citoyens burkinabés. On écoute Michel Kafando. La corruption est une gangrène qui mine le tissu social, qui dépersonnalise aussi bien le corrupteur que le corrompu. C'est pourquoi la transition a pris à cœur, en arrivant, de s'attaquer à ce fléau-là. Vous le dites si bien, nous n'avons pas un bon classement, mais nous avons essayé justement, en tenant compte de cette réalité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour justement amener le Burkina Faso honorablement dans le rang parmi les pays les moins corrompus. C'est d'ailleurs ce qui a justifié la création de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le professeur Ibriga et ses collaborateurs. Féliciter également les responsables du RENLAC, du PNUD, du Réseau international des journalistes, pour ce qu'ils ont fait depuis que nous nous sommes ici à la transition. Ils ont fait beaucoup et nous en sommes fiers. C'est d'ailleurs pourquoi aussi le Conseil national de la transition a tenu à constitutionnaliser la SCE, l'autorité supérieure du contrôle d'État. Et nous espérons que ceux qui vont nous remplacer resteront dans la ligne que nous avons tracée, à savoir prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la corruption sous toutes ses formes. C'est connu, la corruption gangrène l'économie nationale. Le phénomène se manifeste sous diverses formes et fait partie des raisons qui ont conduit à l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Un an après, les choses ont-elles véritablement changé? Les Bobolais en doutent. C'est en tout cas le constat fait par Idrissa Ouarga et Christine Koulibaly. Oh, c'est un mal très grave pour le Burkina Faso. Tant qu'on n'aura pas enrayé ça, je pense qu'on ne pourra pas parler de développement. Cette retraitée parle là de la corruption, un terme dont l'évocation entraîne diverses réactions chez les habitants de la ville de Sia s'ils ne refusent pas d'aborder le sujet. Pourtant, chacun vit le phénomène d'une manière ou d'une autre. Je suis enseignant, par exemple, mon affectation ici due justement à une dénonciation que les collègues et nous avions fait parce que la direction justement surfacturait
les frais de scolarité. Et les exemples ne manquent pas. Pour certains, la corruption est même devenue un mode de gouvernance. Si vous allez dans un service, ils ne vous diront pas qu'ils ne vont pas faire. Mais ils ne font pas. On met le pied. Mais si tu mets, comme ils disent là, un caillou, voilà. La corruption figurait en bonne place parmi les raisons de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Et la période post-insurrectionnelle est perçue comme une opportunité historique pour endiguer le phénomène. Je ne pense pas que les choses ont changé. Peut-être que les gens ont mis un peu de bémol en entendant de voir clairement ce qu'il y a. Ce qui pose la difficulté de son éradication. Pour enrayer ça, vraiment, il faut lutter. Et puis, il faut lutter par le sommet d'abord. Oui, parce que les petits, là, c'est des petites sommes. Mais c'est les gros, là, qui ont des grosses sommes et qui empêchent notre développement. Les comportements sont difficiles à changer et il faut aller progressivement. Et il n'y a pas meilleur milieu que le milieu éducatif pour tenter donc d'apporter donc des solutions à ce problème. L'égal accès aux services sociaux de base et l'application de l'arsenal juridique en matière de corruption pourront faire bouger la ligne de cette pratique qui gangrène l'économie nationale. Notre invité ce soir est Luc Marius Ibriga, président de l'Autorité supérieure de contrôle d'État. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Alors, vous avez été porté à la tête de l'ASE, donc au lendemain de l'insurrection d'octobre 2014. Alors, qu'est-ce qui a changé à l'ASE depuis votre arrivée? Disons que depuis mon arrivée à l'ASE, avec tout le personnel et les contrôleurs d'État, nous sommes attachés à mettre l'ASE en adéquation avec la nécessité de lutter contre la corruption. C'est vrai que l'ASE a produit des résultats, mais l'ASE se trouvait dans une situation où elle ne pouvait pas aller plus loin dans les investigations. Voilà pourquoi il y a eu 2 ateliers de réflexion sur le plan national et international afin de reconstruire l'ASE. Et c'est ce qui a abouti à la constitutionnalisation de l'ASE et à l'adoption de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'ASE qui véritablement met l'accent sur le volet lutte contre la corruption. Voilà pourquoi la dénomination de l'institution a changé pour devenir Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Alors, si vous regardez dans la loi organique, vous vous rendez compte que l'ASE et le Burkina Faso sont les premières à pouvoir instituer un budget minimum pour son institution nationale de lutte contre la corruption. Dans la loi, il est précisé que le budget de l'ASE ne peut être inférieur à 0,01% du budget national. Parce que si vous ne donnez pas les moyens à l'institution de lutte contre la corruption, elle ne pourra pas lutter contre la corruption. D'accord. Alors justement, est-ce qu'avec ces moyens et ces changements au niveau des textes, votre institution est arrivée donc à amener des gens qui étaient donc considérés comme corrompus ou qui ont mal géré les deniers publics devant les juridictions? Est-ce qu'il y a des actions judiciaires qui ont été entreprises contre des personnes ou des personnalités? Oui, l'ASE a fourni la base de la matière qui a permis au CNT de mettre en accusation un certain nombre de ministres sur la base des rapports qui existaient déjà, pas des rapports qui ont été faits à partir de l'insurrection populaire, mais des rapports qui avaient été faits par l'ASE, qui avaient été transmis à l'autorité, mais qui n'avaient pas été exploités. L'ASE aussi, chaque fois qu'il y a des dissipations de deniers publics équivalents à 1 million de francs, l'ASE saisit la justice et il appartient à la justice d'instruire et de sanctionner. Parce que nous n'avons pas un pouvoir de poursuite. Nous pouvons simplement constater les faits, saisir la justice et il faut que la justice travaille.
Voilà pourquoi nous avons toujours demandé la création d'une chaîne pénale spéciale pour lutter contre la délinquance économique. Et heureusement, dans les jours à venir, 2 juridictions spéciales de lutte contre la délinquance économique seront créées à Bobo et à Ouagadougou. Ce qui va permettre à l'ASE d'avoir un interlocuteur direct et de faire avancer les dossiers. D'accord. Alors, nous sommes le 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption dans le monde. À l'heure actuelle, quel est l'état de la corruption au Burkina Faso? Disons que la corruption au Burkina Faso s'est développée pour atteindre le stade systémique. Quand on dit qu'on est dans le cadre d'une corruption systémique, ça veut dire que cela rentre dans la manière de gérer des gouvernants et aussi sa banalisation par les citoyens. Et c'est cela qu'il faut remettre en cause. Ce qui va permettre de le faire, c'est qu'on a maintenant la base juridique pour lutter contre la corruption, parce que la loi 04/2015 CNT est l'une des lois les plus révolutionnaires dans le monde en matière de lutte contre la corruption. Il y a la réforme de l'ASE, il y a la création des juridictions spécialisées. Tous ces éléments vont permettre, et c'est pour cela que nous avons demandé aujourd'hui que le président de la transition transmette à ceux qui vont venir notre souci que cette volonté politique se poursuive. Et si c'est le cas, nous pourrons au Burkina Faso reprendre notre première place en tant que pays le moins corrompu en Afrique de l'Ouest et peut-être monter dans la hiérarchie et au niveau africain. Justement, est-ce que vous avez foi personnellement à l'application effective de cette loi votée en mars 2015 par le CNT? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un ressort d'organisations de la société civile et des citoyens qui font la veille. Et donc, la loi anticorruption est un outil de veille et d'interpellation. Parce que si vous prenez cette loi, elle permet aux organisations de la société civile de se constituer partie civile dans des cas de corruption. Donc, ça veut dire que même si le parquet ne poursuit pas, les citoyens peuvent déclencher d'une certaine manière l'action publique. Et donc, il y aura véritablement des avancées parce que ce ne sera plus l'affaire uniquement de certaines structures avec le principe pas d'intérêt, pas d'action, mais il y aura une action populariste qui permettrait aux organisations de la société civile, à l'ASE, de se constituer partie civile dans des affaires de lutte contre la corruption. Merci beaucoup, professeur Luc Marius Ibriga, président de l'Autorité supérieure de contrôle d'État, donc d'être venu sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions. La suite du journal, une nouvelle station de traitement d'eau pour résoudre les difficultés d'approvisionnement de la capitale burkinabé en eau potable. Le chantier de Ziga 2 a été officiellement lancé hier par le président du Faso. Les travaux prendront fin en 2017 et vont coûter 104 milliards de francs CFA. Souleymane Sanou, Moumouni Soubeiga. Le président du Faso qui procède à l'emplacement des tuyaux, c'est l'espoir de toute une capitale en matière d'accès à l'eau potable qui renaît. L'acte matérialise ainsi le lancement officiel des travaux du projet Ziga 2, un projet qui va permettre l'alimentation de la ville de Ouagadougou en eau potable à partir du barrage de Ziga. L'objectif à long terme du dit projet est non seulement d'assurer l'accès universel à l'eau potable aux populations de Ouagadougou, mais aussi d'améliorer la qualité de la desserte en assurant la continuité du service 24 heures sur 24, y compris en saison chaude, dans tous les quartiers de la ville de Ouagadougou, sans distinction aucune. Le projet va coûter à l'État burkinabé et à 6 de ses partenaires 104 milliards de francs CFA. Des partenaires qui se réjouissent d'ailleurs de la mise en route du projet. L'ONEA réalise donc des prouesses en conduisant l'eau potable jusqu'à Ouagadougou, où il en manque terriblement. La France
a été associé à l'épopée de Ziga dès la première heure. Et comme ambassadeur de France, vous comprendrez bien que j'en sois fier et reconnaissant à tous ceux qui ont participé à cette formidable aventure qui continue aujourd'hui. Au-delà de Ouagadougou, d'autres localités de la commune de Naigrengo qui abritent le barrage seront également servies en eau potable. Avant de quitter Ziga, le président du Faso, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers sont allés découvrir le fonctionnement du barrage. Dans le livre d'or, Michel Kafando a félicité et encouragé les responsables du projet Ziga 2. Il a aussi émis le vœu que ce projet soit exploité de façon maximale et rationnelle au profit des populations. Ziga 2 sera réalisé par l'entreprise Sogia Satom et les premières gouttes d'eau sont attendues à Ouagadougou en 2017. Après un mois de fermeture, la SN Sosiko pourrait commencer ses activités durant cette semaine. L'annonce a été faite ce matin à Bobo Dioulasso par le directeur général de l'entreprise. Mokhtar Kone a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la relance des activités de la SN Sosiko. Le point avec Karim Sissé. La SN Sosiko reprendra service cette semaine après un mois de fermeture. C'est ce que nous a confié Mokhtar Kone. En attendant, l'usine est sous contrôle des forces de l'ordre et de sécurité. La situation est calme à l'usine actuellement. L'usine à Beléa comme à Banfora, la situation est maîtrisée, elle est calme. Nous espérons pouvoir ouvrir dès demain. Si le huissier arrive à faire son travail aujourd'hui, nous allons faire un communiqué pour appeler les travailleurs à reprendre leur travail demain. Pour le directeur général de la SN Sosiko, l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité s'explique par le fait que presque toutes les voies de négociation ont échoué. Nous avons quand même accepté d'attendre les essais de négociation qui ont été entamés par les uns et les autres. À commencer par le président de la délégation spéciale de Banfora. Entre-temps, les chefs de canton aussi ont essayé de faire de la médiation avec les chefs de village et tout. Le ministre de tutelle est arrivé, a essayé aussi de leur parler, l'évêque de Banfora. Au finish, il était clair qu'il n'y avait pas d'autre issue, il n'y avait pas d'autre solution que la loi pour s'appliquer une fois pour toutes. Depuis un certain temps, la santé économique de l'usine n'était pas au beau fixe. Et cette situation de fermeture d'un mois aurait aggravé les choses. Le point non exhaustif que nous avons fait nous donnait presque 700 millions de pertes. Et nous ne savons pas encore quels sont les dégâts qu'ils ont commis à l'usine et l'incendie volontaire qu'ils ont essayé de provoquer hier. Le directeur général de la SN Sosiko souhaite que toute cette situation soit désormais du passé et que l'ouverture annoncée se passe sans difficulté. Faisons à présent le tour des quotidiens avec Abdoul Rasmane Zongo. Les membres de la commission de réforme de l'armée sont installés, rapportent les éditions Le Pays. Une réforme qui doit surtout prendre en compte l'interdiction définitive de l'implication du militaire dans la politique. Cette interdiction définitive fait également la une du journal Le Quotidien qui cite les propos du président Michel Kafando selon lesquels les 27 ans de règne du régime précédent ont vu les forces armées nationales perdre progressivement les valeurs qui fondent l'essence même d'une armée, discipline, cohésion, loyauté, intégrité, entre autres. Notre temps rappelle qu'ils sont au total 20, à savoir 15 membres et 5 personnes ressources qui composent la commission dont la mission est de mettre à la disposition des autorités politiques et militaires l'éclairage permettant de prendre des décisions engageant l'avenir des forces armées nationales. Selon l'Observateur, cette commission a un délai de 6 mois pour rendre ses conclusions au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Pour aujourd'hui au Faso, il s'agit d'un renouveau des forces armées nationales en gestation et citoyen d'ajouter afin de faire de l'armée burkinabé une institution républicaine et éviter son intrusion dans la scène politique. Fin de cette édition unique. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.